Tous deux sont nos invités à 7h42 sur France Culture dans les matins. Bonjour Raphaël Baquet. Bonjour. Ladies first. Bonjour Philippe Alexandre. Bonjour. Alors que les élections présidentielles de 2012 approchent, les gladiateurs entrent tour à tour dans l'arène sous les acclamations et ou les huées de la foule. Des alliances se font et se défont sous nos yeux. Des passes d'armes opposent déjà certains des protagonistes. Les factions se mettent à l'ordre de marche et le peuple français observe, s'insurge, encourage ou conspue, comme fasciné par le spectacle sans mise en scène qui met aux prises ces drôles d'animaux politiques. Et oui, la politique fascine toujours, mais paradoxe, est-il toujours possible aujourd'hui d'aimer la politique? Pour donner des pistes à cette réflexion, en cette année de campagne présidentielle, de campagne électorale, nos invités donc ont publié chacun un livre, le dictionnaire amoureux de la politique chez Plomb, pour le journaliste Philippe Alexandre, et donc République pour Raphaël Baquet, avec des photos de Gérard Rondeau au seuil. Le premier prend la forme d'un dictionnaire classique, quand le second se veut un abécédaire déconstruit. Allez-y voir un effet de génération. Dans ces deux livres, c'est la force des mots qui est mise en scène pour témoigner d'un même amour, d'une même tendresse peut-être un peu aussi de nostalgie pour la chose publique, la politique. Alors, on va vous faire jouer peut-être, après tout, le rôle qui était le vôtre, qui est le vôtre toujours, de commenter la politique avant de rentrer davantage dans vos ouvrages, Raphaël Baquet, Philippe Alexandre. Hier, discours de Toulon, Nicolas Sarkozy, la crise, l'avenir de l'Europe, la gauche qui lui reproche d'être dans un rôle d'un candidat à la présidentielle, et puis au fond les Échos aujourd'hui, qui commentent non pas le discours de Nicolas Sarkozy, mais le discours d'Henri Guénaud, écrit pour Nicolas Sarkozy. Vous choisissez quoi? Philippe Alexandre. Vas-y, Philippe. Bon, je choisis un mix des deux. Hein. De toute façon, je pense que Henri Guénaud est toujours la plume de Nicolas Sarkozy et que ça représente bien l'âme de ce discours de Toulon. Hein. C'est vraiment le fond de la pensée. Sauf peut-être que la révision du traité européen, la révision des traités européens ne sera pas exactement ce que souhaite au fond de son cœur Henri Guénaud, qui est pas plus... qui avait voté non à l'Europe. Hein. Qui est pas plus européen que, j'allais dire que moi, mais ça serait vraiment rabaissé. Mais... Commentaire politique, Raphaël Baquet, c'est un discours important, un discours intermédiaire, un discours de campagne électorale? C'est un discours qui est plus important sur le ton que dans le fond, à vrai dire. Mais parce que, à vrai dire, il vient conclure ce qui est déjà amorcé depuis de nombreux mois, c'est-à-dire la convergence très forte désormais entre les politiques françaises et allemandes. Mais sur le ton, en revanche, il marque, c'est vrai, la véritable entrée en campagne de Nicolas Sarkozy, encore qu'il n'en est jamais sorti, mais là, on le voit plus fortement. Alors, Raphaël Baquet, je ne l'ai pas précisé, grand reporter politique au journal Le Monde, Philippe Alexandre, journaliste donc et écrivain, et on sait de très longues années chroniqueur à RTL. Est-ce qu'il vous est arrivé d'être en panne d'inspiration pour commenter obligatoirement un moment comme celui d'hier, par exemple? Ah non, la politique, c'est formidable. J'ai jamais été sec, hein. J'ai fait un papier tous les jours pendant 27 ans. Je continue à en faire un tous les jours pour la presse écrite. Et la politique, c'est inépuisable. Mais c'est tout. La politique, c'est la vie. C'est une merveilleuse comédie humaine. C'est tous les arts conjugués. C'est l'art de la guerre. C'est l'art du mensonge. C'est l'art théâtral. C'est l'art chorégraphique. C'est tout. Bon, mais est-ce que ça n'est pas du coup le danger du fourre-tout? Ou est-ce que c'est sa qualité? Oui, non, c'est le danger du fourre-tout. Bah oui, mais on est là pour justement faire le tri. Hein. Mais quelquefois, l'accessoire est plus important que l'essentiel. Il faut être attentif aux détails, et ce sont les détails qui, quelquefois, font le sucre et l'élément de vérité de la chose. Ça vous a pris à l'âge de 15 ans, Philippe Alexandre? Oui, ça m'a pris très tôt, c'est vrai. Et ça m'a pris en lisant Le Monde. À l'époque, Le Monde publiait in extenso les débats de l'Assemblée. Et les débats parlementaires, à l'époque, c'était la quintessence de la politique. Tout se passait à la Chambre avec des scènes absolument extraordinaires où on s'empoignait, où on se provoquait en duel. Enfin, c'était vraiment formidable. C'était un merveilleux...
théâtre politique, et c'est là-dedans que je suis rentré à pieds joints, et je n'en suis jamais sorti au fond. Je vois, Raphaël Baquet, que vous regardez Philippe Alexandre avec une sorte de bienveillance. Êtes-vous bien sûr de cette bienveillance? Parce que dans son dictionnaire, à son article Aime le monde, Philippe Alexandre l'égratigne tout de même, ce journal, en disant qu'il y a eu des moments où le monde, au fond, a dérivé de ce qu'il aurait dû être et n'était plus ce qu'il était, notamment dans les années 94-95. Vous l'écrivez noir sur blanc, Philippe Alexandre. Ouais, vous êtes devant Raphaël Baquet du Monde. Mais on a le droit de critiquer le monde. Je ne regrette rien. Hein. Vous savez, le monde est une institution, mais les institutions, elles sont faites pour être un peu démolies. Hein. Raphaël Baquet, et vous, alors, vous êtes dit toute petite un jour, oui, je serai journaliste politique? Non, parce que je crois pas qu'on se dise ça, mais c'est vrai que ça m'a tout de suite plu parce que, comme le disait Philippe, c'est une sorte de précipité des passions humaines. Donc, évidemment, on y trouve à la fois ce qui fait l'esprit français éternel et puis ce qui fait les passions des hommes, leur excitation, leur théâtralité, de l'amour, de la haine, parfois des batailles pour des choses vaines et puis parfois, au contraire, des batailles pour des idéaux très noble. Donc c'est ça qui est intéressant. Que voulez-vous dire, Philippe Alexandre, quand vous dites « je n'ai pas voulu me lancer dans une politologie de pacotille » et fièrement, entre parenthèses, vous écrivez « je n'ai pas fait Sciences Po ». C'est crâneur, ça. J'ai pas fait Sciences Po. J'ai commencé directement comme journaliste, hein, puisque j'ai publié mes premiers articles à 19 ans. Donc, vous voyez. Bon, mais je n'ai pas voulu me lancer dans une politologie de pacotille. Définissez. Parce que on pourrait croire qu'un dictionnaire amoureux de la politique, on va faire justement un peu de Sciences Po, et il y a beaucoup de gens qui font ça très très bien et qui ont fait Sciences Po et qui mettent des belles théories, des belles théories partout. Ouais. Raphaël Baquet. Mais Raphaël a sûrement fait Sciences Po. J'ai fait Sciences Po, mais je m'en suis remise. Bon, bah oui, on peut s'en remettre. Hein, comment évite-t-on cet écueil dont parle justement Philippe Alexandre, la politologie de pacotille? C'est quoi? Ça existe? Oui, bien sûr, ça existe, mais ça veut dire qu'on reste éloigné de son sujet si on y succombe. Dès qu'on s'intéresse vraiment à ceux qui font la politique, aux idées qui les mènent, aux batailles qui les déchirent, on sort de cette politologie de pacotille pour rentrer dans quelque chose de plus humain, de plus romanesque et de plus théâtral et de plus intéressant. Est-ce que vous avez le sentiment... Oui, je vous en prie, vous Philippe savez, Alexandre. ce qu'il faut dire, c'est qu'en France, tout le monde fait de la politologie. Hein. Le café du commerce. Les Français sont formidablement amoureux de la politique, quoi qu'ils s'en défendent. Hein. Tout le monde fait de la politique. Et vous n'avez qu'à voir demain matin et ce matin... Les commentaires sur le discours de Toulon, ça va aller dans toutes les chaumières et avec passion. Et alors, si tout le monde fait de la politique, si tout le monde aime la politique, à quoi vous servez? Quel est votre rôle? Et justement pour cultiver la flamme. Est-ce qu'il est de tenter de réconcilier, dans une sorte de civisme journalistique, de réconcilier malgré tout les moments compliqués de querelle entre opinion publique et hommes politiques? La confiance dans la probité, par exemple, des hommes politiques ne fait que diminuer chez les Français. On entend parler des affaires qui minent cette vie politique. Et moi, je lis dans votre dictionnaire, Philippe Alexandre, à enrichissement, que vous notez ceci. En 2001, rapportent les auteurs du casier judiciaire de la République, Bruno Fay et Laurent Olivier, ils étaient près de 900 élus nationaux ou locaux à avoir affaire à la justice pour des détournements, des malversations, des abus de biens sociaux. Écoutez, il faut arrêter avec l'idée que tous les hommes politiques seraient pourris. Il n'y a pas plus d'hommes politiques pourris que d'avocats ou de journalistes pourris. C'est à l'image de la société. Autre chose aussi est de dire que véritablement, il y a beaucoup d'hommes politiques qui sont dévoués, sincères, qui ne s'enrichissent pas. Il y en a même beaucoup, bien davantage que d'hommes politiques qui s'enrichissent. Alors voilà, bon, et je crois que d'ailleurs les Français sont conscients de ça. Ils savent qu'il y a des dérapages, ils savent qu'il y a des accidents. Et curieusement, ils pardonnent toujours. Vous voyez, les gens qui ont été les hommes politiques qui ont été un peu condamnés, même quelquefois qui ont fait de la prison, eh bien, ils retournent bravement devant le corps électoral et parfois il leur arrive d'être réélus. On pardonnera tout à Dominique Strauss-Kahn? Ah, ça c'est une autre affaire. C'est un autre sujet. C'est un autre sujet qui, à mon avis, dépasse la politique.
Moi, j'ai été très surpris, cette affaire, qui est une affaire véritablement, comment dirais-je, écœurante, un peu submergente, un peu, voilà. J'ai été surpris que personne, qu'il n'y ait pas eu encore quelqu'un, une institution, pour porter plainte contre Dominique Strauss-Kahn, dans la mesure où il a quand même fait un mal à la France terrible. Vous vous rendez compte que cet homme était quand même directeur général du FMI, qui représentait une institution, qui représentait la France, et quand vous voyez à quoi il se livrait à recevoir des prostituées dans son bureau du FMI, moi je trouve qu'il y a là de quoi vraiment, alors carrément, c'est pas un délit, c'est pire que ça, c'est la honte, hein, c'est l'abomination, et je suis étonné il fait ce qu'il veut la nuit. Pardon ? Il fait ce qu'il veut la nuit. Ah non. Non. Raphaël Baquet. Non, justement, non. Il a une responsabilité. Il a d'abord une responsabilité d'être à la tête du FMI. Il a aussi une responsabilité vis-à-vis de la France parce qu'il la représente d'une certaine façon. Et puis la prostitution accessoirement est interdite aux États-Unis. Et si en plus il est si vulnérable, c'est tout de même assez grave pour quelqu'un qui doit porter des valeurs importantes et représenter un pays. Raphaël est d'accord avec moi, mais je suis vraiment étonné qu'aucune institution, personne n'ait porté plainte contre le dommage considérable qu'il fait à notre pays, à la France. Pourtant, Philippe Alexandre, dans votre dictionnaire amoureux de la République, il y a à la lettre L, libido. Elle fait partie de cet univers politique. Bien sûr, mais la libido, ça suppose quand même qu'on la maîtrise. La plupart des individus la maîtrisent. Hein, et s'il ne la maîtrise pas, tant pis pour lui, mais il aurait dû se soigner à ce moment-là, si vraiment il est malade, comme il le dit maintenant. Pourquoi ne s'est-il pas soigné ? Philippe Alexandre, plus inquiétant encore que cette question-là, dans votre dictionnaire qui donne envie, effectivement, d'aimer la politique et toujours de la commenter, il y a tout de même des doubles tranchants, le revers de la médaille dans votre dictionnaire. Si l'on suit le cours de ce que l'on dit là, au chapitre... à l'article affaires, je retiens une chose, on n'en a jamais le fin mot. C'est terrible. Bah écoutez, c'est vrai que les affaires, c'est toujours très mystérieux. En plus, la justice, les enquêtes ne sont jamais d'une formidable célérité quand il s'agit d'affaires à laquelle sont mêlés des hommes politiques. Et bon, bah c'est comme ça, ça fait partie de la réalité. C'est comme ça. La dernière en date, c'est celle de Jacques Robert dans aujourd'hui Le Parisien, voilà, ancien membre du Conseil constitutionnel, qui révèle les manœuvres pour les comptes de campagne d'Édouard Balladur, que vous n'épargnez pas d'ailleurs dans votre dictionnaire. D'après Jacques Robert, le Conseil constitutionnel a été conduit à blanchir 10 millions de francs, source Le Parisien, toujours, excellent journal, Raphaël Baquet. Bon, comment vous le commentez, cela? Qu'aurait dû faire? Non, mais là, on n'aura jamais le fin mot de cette histoire-là. Non, mais non, probablement jamais. Premièrement, c'est une époque encore récente où vraiment l'argent de la politique, les Français n'étaient pas très regardants. Hein. Enfin, c'était pas il y a 2000 ans, Philippe Alexandre, en 95. Il y a eu toute une époque jusqu'à une période très récente où la politique était financée par des mécènes plus ou moins autorisés, ou des individus, ou quelquefois des entreprises, même souvent des entreprises. Bon, c'était comme ça. Alors maintenant, on a essayé de dire que désormais, c'était le contribuable qui rétribuerait la politique. Mais la politique n'en a jamais assez, ce qui fait qu'il y aura toujours des dérapages financiers. C'est inévitable. Puis, il faut dire aussi une chose, c'est que cette espèce de débauche d'argent, c'est consubstantiel à l'élection présidentielle au suffrage universel. Aux États-Unis aussi, il y a une débauche de fric au moment des élections présidentielles. Il faut s'y résigner, Raphaël Baquet? Ce qui est intéressant surtout, c'est la force du pouvoir, parce qu'au fond, ces témoignages ne sortent que lorsque les hommes en cause ne sont plus au pouvoir. Cette histoire du Conseil constitutionnel, à vrai dire, Le Monde l'avait déjà raconté 1 an après l'élection de Jacques Chirac. Hein, oui, absolument. Et nous avions de nouveau publié le témoignage de Roland Dumas, qui avouait ce qu'il avait fait au Conseil constitutionnel il y a 2 ans. Rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé. Alors aujourd'hui, évidemment, les hommes en cause ne sont plus au pouvoir, ni Jacques Chirac, ni Édouard Balladur, donc ça n'a plus d'importance. Et à l'époque, personne n'en parlait, car ils étaient encore puissants. Philippe Alexandre à la dent dure sur Édouard Balladur. Fin de l'article à la lettre B pour Balladur. Le train de l'immortalité lui a filé sous le nez.
8h17, les matins de France Culture. Pouvons-nous encore être amoureux de la politique? C'est la question du jour. Pour en parler et tenter d'y répondre, Raphaël Baquet, grand reporter politique au journal Le Monde, qui signe avec Gérard Rondeau République aux éditions du Seuil, et Philippe Alexandre, journaliste, écrivain, longtemps sur RTL, plus de 25 ans, chroniqueur politique sur 28 ans. Aujourd'hui chroniqueur, entre autres, à lire au Bien Public et au journal de Saône-et-Loire. Exactement. Je vous présente Brice Couturier, qui a mis son gant de crin pour sa chronique et le débat. Bonjour Marc Manchet. Oui, je vais vous parler de la professionnalisation des hommes politiques en prenant appui sur la fameuse conférence de 1919 de Max Weber sur le métier et la vocation d'homme politique. Alors dans cette fameuse conférence, Weber réfléchissait sur la tendance à la professionnalisation de la carrière politique. Il constatait que sous l'influence de la démocratisation, de plus en plus de gens vivaient de la politique et non plus pour la politique. Ces hommes politiques professionnels, il en voyait l'origine dans la lutte des monarchies européennes contre les seigneurs et les ordres de toutes sortes du système féodal. Pour se constituer un appareil d'État compétent et dévoué, les rois absolus avaient recruté en particulier des clercs, parce qu'ils savaient tenir des registres et que, dépourvus de descendance, ils n'avaient pas la tentation de se constituer un domaine en propre à transmettre, puis d'autres lettrés, des membres de la noblesse de cour ou localement de la gentry en Angleterre, des avocats en France, comme on l'observe durant la Révolution, étaient venus peupler les bureaux de l'administration. Mais avec les partis de masse modernes, la politique a connu une métamorphose. Sont apparues les figures nouvelles de l'entrepreneur politique et du bureaucrate de parti. Le premier, le boss à l'américaine, lève des fonds pour son candidat, recrute des propagandistes, voire des électeurs, distribue prébendes et offices une fois l'élection obtenue. Le second, à l'image du permanent de la social-démocratie allemande de l'époque de Max Weber, fait tourner la machine du parti et entretient de ce fait une rivalité constante avec le groupe parlementaire qui, lui, semble s'embourgeoiser. Max Weber concluait sa réflexion en se demandant quelles étaient les qualités nécessaires à un bon dirigeant politique. Et à ses yeux, il y en avait trois. La passion, le sentiment de la responsabilité et le coup d'œil. La passion, au sens de dévouement passionné à une cause qui dépasse ses propres intérêts. La responsabilité, parce qu'il faut garder à l'esprit, disait Max Weber, que les effets d'une politique sont rarement ceux qui en étaient escomptés. Le coup d'œil, dans la mesure où, pour prendre la mesure d'une situation, il faut savoir maintenir à distance les hommes et les choses. Alors, en feuilletant votre dictionnaire amoureux de la politique, Philippe Alexandre, on croise bien des personnages qui auront vécu de la politique, c'est leur métier, et pour la politique, c'est leur passion. De la politique, on peut s'interroger sur le destin d'hommes et de femmes qui, au sortir de l'ENA, sont passés directement des cabinets ministériels aux mandats électifs et n'auront jamais rien fait d'autre que de la politique jusqu'à l'âge de la retraite, que souvent ils prennent fort tard. Quelle est leur expérience de la vie professionnelle normale, en entreprise ou dans une administration? Pourquoi n'auront-ils jamais été exposés au chômage? Et que savent-ils du chômage? De la politique, c'est l'étrange survie de Mitterrand à la maladie que ses propres médecins attribuèrent à la médecine miraculeuse du pouvoir, qui lui a permis de finir son deuxième septennat. C'est encore l'autre survie miraculeuse, celle de personnalités déconsidérées qui, dans tout autre pays que la France, auraient fini en agent d'assurance ou en garagiste et qui poursuivent cas un cas leur carrière, sont recasés dans les ambassades ou les comités théodules dont notre République est prodigue. Pour la politique, et c'est le plus étonnant, pourquoi sont-ils encore à ce point fascinés par un pouvoir qui se révèle de plus en plus apparent et de moins en moins réel? Car les vraies décisions aujourd'hui ne se prennent-elles pas à Bruxelles? On y nomme à présent les gouvernements, comme en Italie. Dans les salles de marché, on y note le sérieux gestionnaire des équipes ministérielles. Dans les conseils d'administration des entreprises multinationales, c'est elles qui décident du taux d'emploi des pays un par un. Ou même sur la toile, dont les humeurs et les rumeurs font et défont les carrières des célèbres et des puissants. Merci Brice Couturier, votre chronique à retrouver sur franceculture.com. Petit applaudissement de la main silencieux de Raphaël Baquet, pour quelle raison? Non, c'est effectivement un tableau commentaire. intéressant. Vous êtes d'accord avec tout? Oui, c'est vrai qu'il y a un assèchement du milieu du fait de sa stabilité, de ce monde qui fonctionne en vase clos et qui est un problème, qui n'a pas de contact avec l'extérieur ou qui en tout cas ne s'y frotte pas suffisamment parce qu'il est trop homogène, hommes, fonctionnaires, politiciens professionnels et y vivant pendant 45 ans. Oui. Est-ce que vous pouvez développer cette question que vous posez, vous, Raphaël Baquet, dans votre livre République? Quoi de plus théorique
qu'un régime politique. Oui, ce qui nous a frappé en faisant ce livre, c'était à la fois, on partait de quelque chose qui est conceptuel, hein, la République, un ensemble d'institutions, et en même temps, on s'est aperçu à quel point chacun le vivait de façon très charnelle, les gens y sont très attachés. Hein. Au fond, la République n'est pas du tout un terme abstrait, n'est pas du tout une notion abstraite. Au contraire, beaucoup de gens d'ailleurs ont le sentiment qu'elle nous échappe, qu'elle est en danger, qu'elle n'existe plus, qu'elle n'est plus là, ni dans les cités de banlieue, ni parfois dans les écoles. Au fond, il y a un attachement à quelque chose qui n'est pas du tout abstrait pour les trois quarts d'entre nous, qui au contraire revêt des valeurs fondamentales, la laïcité, la liberté, l'égalité, la fraternité, bien sûr, et ça recouvre des choses très concrètes pour beaucoup. Vous parlez de la République vivante qui émeut et agace. Quand vous agace-t-elle, Raphaël Baquet? On voit bien qu'elle est souvent contestée, parfois contestable. Elle impose ses valeurs. Hein. On le voit bien. Tous les débats sur la laïcité auxquels nous sommes très attachés, on voit bien que cela ne va pas de soi. C'est compliqué d'imposer cette laïcité. On est d'ailleurs le pays qui impose avec le plus d'autorité la laïcité. On y est attaché et pourtant, beaucoup de gens considèrent que c'est une contrainte. Hein. Donc ça, c'est intéressant. Il y a encore beaucoup de valeurs de la République qui paraissent... Au contraire, ces fondements, ces piliers, et qui pourtant sont difficiles à admettre pour beaucoup d'entre nous. Philippe Alexandre, quand la République vous agace-t-elle? Oh, quand est-ce qu'elle m'agace? Oh, elle m'agace jamais. Hein. Je ne m'agace pas facilement. Elle m'agace un petit peu quand elle s'emploie à régenter un peu nos vies privées. Nous avons affaire à une réglementation, une législation que la République a rendue absolument envahissante à un point extraordinaire. Et il y a des jours où moi je me demande quel est notre espace de liberté individuelle. Hein, si à partir d'un certain moment, tout est contraire aux règles de la République. Mais j'ai été frappé dans ce que vous disiez de ce que disait de Max Weber, parce qu'il oublie une qualité indispensable aux hommes politiques. Indispensable, beaucoup plus importante que toutes celles, que les trois qu'il dit, c'est le courage. Et malheureusement, le courage est la chose du monde la moins répandue dans le monde politique. Brice Couturier. Oui, je voudrais revenir sur cette idée de la professionnalisation et du fait qu'en France, la course aux honneurs est un emploi à plein temps et un emploi unique. Je pense à des personnalités comme Jacques Chirac, comme Ségolène Royal, comme Laurent Fabius, des gens qui n'ont jamais rien fait d'autre de toute leur vie jusqu'à des retraites qu'encore une fois ils prennent fort tard, que de la politique. Moi, j'ai le contre-exemple de ce que j'ai vécu en Grande-Bretagne où j'ai vécu quelques années. Je me souviens très bien de la campagne de 96 où on avait fait ce qu'on fait dans tous les pays du monde, c'est-à-dire on avait pris les trois dirigeants des trois partis politiques qui se présentaient au suffrage des électeurs, on leur avait demandé s'ils avaient connu le chômage dans leur vie. Je m'étais dit, voilà une question qui serait incongrue en France. Eh bien, il se trouvait que sur les trois, John Major avait connu le chômage assez longtemps. Il faut voir que c'était pas un haut fonctionnaire, c'était un type, c'est un enfant de la balle. Il avait travaillé dans des cirques. Le candidat libéral-démocrate était un ancien militaire de carrière qui avouait qu'il avait connu plus d'1 an de chômage avant de retrouver du boulot en politique. Et le seul qui n'avait jamais connu le chômage, c'était Tony Blair, qui lui était le candidat de gauche. Et je m'étais dit, voilà, si on posait cette question, imaginez qu'aux prochaines présidentielles, on pose la question aux trois candidats qui vont arriver en tête. Qui d'entre vous a connu le chômage? Mais bien entendu, ils ne l'ont jamais connu. Donc, comment peuvent-ils se mettre à la place d'une pourcentage des Français qui oscille entre 10 et 20% selon les critères que l'on se fixe, et qui est donc une expérience décisive? Donc, quelque part, ils sont encore moins représentés. Vous le disiez, ils sont très peu représentatifs de la société française. C'est quand même pas la peine d'avoir connu la peine de mort pour être contre la peine de mort. Le chômage, il touche beaucoup plus de monde que ils n'ont jamais connu la peine de mort. Ils n'ont jamais connu le chômage, tant mieux pour eux, mais ils n'ont même jamais connu l'entreprise, tout simplement. Ça, c'est plus frappant encore. Et ça, c'est très typiquement français. On est passé d'une république à l'autre. On est passé de la république des avocats à une république des fonctionnaires. Et ça a été un détournement formidable, une métamorphose de la politique extraordinaire. Et
pour remonter pas très très loin, mais assez loin quand même, Guy Mollet, quand il était chef du Parti socialiste, avait fait venir un jour dans son bureau son jeune lieutenant à l'époque, qui s'appelait Pierre Mauroy, et il lui avait dit: Pierre, faut que tu fasses un métier, tu peux pas faire de la politique de façon constante depuis le moment où tu as tes premiers pantalons longs. Et Pierre n'avait quand même pas fait un métier. Il y a eu d'autres cas, je pense à Pierre Bérégovoy, auquel vous consacrez des pages assez émouvantes, qui lui justement venait du monde de l'entreprise, et il était arrivé à la politique non pas par l'ENA, comme la plupart d'entre nos dirigeants, mais par la filière du syndicalisme. Il y a beaucoup de pays en Europe, de pays de tradition social-démocrate, où précisément le syndicalisme est une filière de formation pour les carrières politiques. Pourquoi en France ce n'est jamais le cas, aussi rarement? Bérégovoy, c'est un cas un peu particulier, parce que bon, il était au Gaz de France, mais il était au Gaz de France où il occupait une fonction très très peu définie, et tout le monde savait qu'il était déjà un cadre du Parti socialiste de l'époque, qui s'appelait alors la SFIO. Donc, oui, il était dans la politique. Du syndicat, il était dans la politique déjà depuis son plus jeune âge. Sur cette question, oui, Raphaël Baquet? Oui, à vrai dire, effectivement, contrairement à nos voisins, vous citiez les Anglais tout à l'heure, mais les Allemands sont évidents. Quand nos hommes politiques échouent, ils continuent, à vrai dire, alors que ça disqualifie définitivement la plupart des hommes politiques dans les pays voisins. Donc il y a une espèce de longévité absolue, inébranlable chez nous, qui pose un vrai problème. Mais qui pose un vrai problème, et pour laquelle on a pourtant apparemment une espèce de coupable indulgence, finalement. On râle rarement longtemps contre cela. La longévité des hommes politiques en est la preuve, Philippe Alexandre. Ah bah oui, non, mais c'est vrai que les Français sont très très complaisants avec leurs hommes politiques. Le cas Olivier Stirn, vous pouvez revenir sur le cas Olivier Stirn que vous citez? Oui, si vous voulez. Parce que celui-là, il est quand même assez gratiné. Oui, bah, c'est un personnage que j'ai bien connu, qui était devenu... il passait d'un parti à l'autre, d'une couleur à l'autre, tout ça pour toujours être ministricule, parce qu'il voulait être simplement secrétaire d'État. Et puis alors, à un moment, il a fondé un parti qui, évidemment, n'avait d'existence que parce qu'il s'en occupait. Et il a tenu un congrès dans une cabine téléphonique, mais quand même, pour meubler la cabine téléphonique, il a fait appel à des acteurs de complément, c'est-à-dire des figurants. Je note une phrase, entre autres, dans votre livre, à vous, Raphaël Baquet, et qui pourrait éclairer d'ailleurs cette question de l'amour ou pas de la politique, et de son désintérêt parfois. C'est Saint-Just qui dit, vous le citez, « Tout le monde veut gouverner, personne ne veut être citoyen. » C'est une belle phrase. Oui, c'est vrai. C'est de là que viennent tous nos problèmes, en France. C'est en tout cas le goût du pouvoir plus que le goût de la collectivité. Hein. C'est ça qui frappe. Hein. Et effectivement, c'est ce qui gagne de plus en plus. Enfin, c'est le dévoiement de la politique. Il y a encore, heureusement, quelques élus qui ont le sens de l'intérêt général. Mais c'est vrai que ce qui nous exaspère, ce qui nous agace, ce qui déçoit la plupart des citoyens, c'est le sentiment que domine l'appétit pour le pouvoir plus que le sens du bien du pays. Mais le pouvoir devient tellement difficile qu'il y aura beaucoup moins de gens qui auront envie de l'exercer. Daniel Salnave. Oui, une chose qui me frappe, c'est que la notion devient un peu transgenre. C'est-à-dire que la revendication de République, comme disait le général de Gaulle à propos de l'Europe, tout le monde saute sur place comme des cabris en répétant la République, de la droite à une certaine gauche. Mmh. Et c'est la raison pour laquelle, vous l'avez dit, à la fois on y est attaché mais elle agace. Est-ce que c'est parce que on n'a peut-être pas pris assez au sérieux, et je trouve qu'aujourd'hui on ne le fait peut-être toujours pas, ce qui était la revendication de Jaurès, que la République ne serait vraiment achevée que quand elle serait la République sociale. Et je trouve que ça, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas suffisamment repensé, même si la référence à Jaurès, là aussi, elle fleurit un peu impudemment souvent. Qu'est-ce que vous en pensez, aussi bien Raphaël Baquet que Philippe Alexandre? Cette notion de République sociale, est-ce qu'elle est vivante aujourd'hui?
Raphaël Baquet. Oui, c'est vrai, vous avez tout à fait raison. On n'est plus du tout dans cette aspiration, malheureusement, mais parce que on ne sait plus très bien si on peut maîtriser, au fond, le régime auquel on aspire, ou ce régime idéal, vu qu'il y a une espèce de délitement des responsabilités, à la fois avec l'Europe, qui est maintenant notre véritable présent et notre avenir, la mondialisation qui nous déstabilise profondément. Et c'est vrai que nous paraissons plus maîtres de notre destin, et du coup, cette République sociale à laquelle on aspirait, évidemment, a disparu aux oubliettes. Philippe Alexandre. Elle est née de ça, hein, la République. Elle est née de cette aspiration aux gens à manger à leur faim, d'abord. Et c'est un petit peu toujours resté. On attend de la République qu'elle donne du travail, du bien-être, de la protection sociale, un État-providence. On attend énormément de la République. Sans trop se demander, d'ailleurs, quelquefois, ce qu'on pourrait faire pour elle, que pour paraphraser Kennedy. Brice Couturier. La République, elle est liée à la notion de souveraineté nationale à l'origine. Donc, c'est-à-dire l'idée que les citoyens, que c'est dans le cadre de la cité antique ou dans le cadre de la République moderne, décident collectivement de leur destin, assument les fonctions du pouvoir de manière directe ou indirecte. Et il faut reconnaître, comme on le disait à l'instant, que étant donné que nous sommes dans une Union européenne qui va devenir de plus en plus un ensemble politique, que nous sommes dans la mondialisation, que nous avons aussi, comme je disais, il y a aussi Internet, il y a l'opinion publique qui est de plus en plus puissante, le pouvoir réel des hommes politiques, en réalité, est de plus en plus faible. Donc moi, je me demande pourquoi ils ont encore la passion. Est-ce que c'est pour les avantages en nature, les appartements de fonction, les voitures de fonction? Parce qu'en fait, le pouvoir qu'ils avaient encore il y a 50 ans, il est loin d'eux. Raphaël Baquet. Détrompez-vous, il y a un changement justement dans le personnel politique. On voit bien que la politique suscite encore des passions, mais au fond, moins de vocation qu'avant. Tout de même, moi, ce qui me frappe, c'est plutôt la baisse du niveau, quand même. Est-ce que l'élite va encore en politique? Autrefois, quand on avait réussi l'ENA dans les premiers, on faisait de la politique. Maintenant, c'est de moins en moins le cas. Beaucoup moins, parce qu'elle considère au fond d'abord qu'elle n'a plus la réalité du pouvoir qu'elle pouvait avoir il y a encore 40 ans, parce que c'est une lessiveuse infernale, il faut bien le dire, et je le dis en tant que journaliste, l'exposition médiatique est devenue un enfer, quand même, pour la plupart des élus. Mais est-ce que le journaliste est aussi lessivé que les hommes politiques le sont? Le journaliste politique qui suit... Non, mais de fait, est-ce que votre rythme, qui doit se caler sur le rythme des politiques, vous lessive autant que, vous le dites, les hommes politiques? Moi, je crois que c'est un défi, mais alors là, qui relève, pour toute la presse, il faut sortir de l'excitation de l'instant. Alors, je dis ça alors même qu'au contraire, on y plonge avec tous les moyens technologiques d'aujourd'hui. Non, c'est plutôt une modification des moyens technologiques qui font que l'immédiateté est devenue le critère. Et ça, évidemment, c'est une vraie difficulté pour rendre compte en profondeur de ce qu'est un phénomène, de ce qu'est la politique comme l'économie. Donc ça, évidemment, et les hommes politiques, ils sont plongés. Et cette excitation de l'instant qui n'a rien à voir avec la réalité de ce qu'est une décision, la complexité d'une décision. Et ça, c'est vraiment une des difficultés. Les médias y sont plongés tout autant qu'eux. Philippe Alexandre. Mais vous savez, quand on dit que l'économie maintenant a remplacé la politique, c'est vrai depuis la nuit des temps. Hein. Et là encore, les révolutions se sont faites parce que tout d'un coup, il y a eu des carences du côté de l'économie et que les gens avaient besoin de manger, et de manger davantage, et qu'il y avait une misère aveuglante. Mais je crois que c'est pas en tout cas la raison pour laquelle il y a moins de vocation politique. La vraie raison pour laquelle il y a moins de vocation politique, c'est parce qu'en effet, les jeunes brillants cerveaux qui sortent de l'ENA ont le sentiment que dans les entreprises, ils exerceront plus concrètement un pouvoir. Un pouvoir tous les jours, un pouvoir de décision. En politique, personne ne prend de décision à part le chef de l'État, et ça fait une seule personne pour beaucoup de candidats au pouvoir. Donc ni le Premier ministre, ni même les ministres n'ont finalement des pouvoirs illimités. Va-t-il de la même façon pour le journalisme politique, Raphaël Baquet?
la semaine dernière à ce micro, Nicolas Demorand à Lyon regrettait, tempestait sur l'uniformisation de ce qui est devenu le journalisme en politique, en regrettait au fond les faiblesses, regrettant aussi l'apanage, le cercle que constituent les journalistes politiques. Il a suscité de très nombreuses réactions d'auditeurs de Perpignan à Brest et de Strasbourg à Lyon. Essayant au fond d'indiquer par cette critique acerbe qu'il fallait renouveler le genre. Hein. Quel est votre sentiment, Raphaël Baquet, vous, au Monde le Monde contre Libération ou le Monde alors Non, moi je suis assez d'accord. Je pense qu'il faut renouveler le genre, bien sûr. Mais enfin, alors ça veut dire quoi? Non, mais à vrai dire, les genres, tous les journalistes politiques, on a un sentiment d'uniformisation de l'information à cause de cette espèce de grand tuyau qui mouline tout. Mais au fond, il y a 1000 façons de couvrir la politique. Vous pouvez la couvrir de façon anecdotique, vous pouvez en analyser au contraire les décisions, vous pouvez faire du comparatif. Hein. C'est à vrai dire ce qui est le plus intéressant, c'est-à-dire comparer la façon dont les politiques français prennent leurs décisions par rapport à nos voisins européens notamment. Mais donc je crois qu'à vrai dire tous ces genres se représentaient, mais évidemment dominent l'anecdotique parce que c'est plus facile, parce que c'est plus amusant, parce que les hommes politiques s'y prêtent plus volontiers aussi. Mais moi, je suis assez d'accord. Il faut renouveler le genre, il faut l'approfondir. Il faut que les journalistes politiques aient plus de culture économique, ce qui leur manque très souvent, qu'ils aient plus de culture tout court. Encore que c'est un domaine où les journalistes sont très passionnés d'histoire parce qu'on ne peut pas couvrir la politique sans aimer l'histoire. Donc de ce point de vue-là, ils sont assez bien pourvus, mais en revanche, ils n'ont pas encore assez de culture économique. Oui, c'est vrai. Philippe Alexandre. Vous savez, ça a beaucoup changé. Hein. Ça change tout à fait naturellement. Hein. Mais est-ce que vous diriez, vous, qui faites figure comme ça de statut du commandeur quand même du journalisme politique, vous diriez, tenez, regardez, il vient d'arriver un jeune journaliste de la rédaction de France Culture. Vous lui direz, imitez-moi, mais ne faites rien comme moi, renouvelez le genre. Qu'est-ce que vous diriez? Qu'est-ce que vous conseilleriez à un jeune journaliste politique aujourd'hui? Je crois que personne n'imite. Moi, je n'ai pas eu le sentiment d'imiter quelqu'un. On peut s'inspirer de modèles. Bon, on s'inspire, mais on s'inspire comment on lit, on étudie, et puis finalement on fait son propre chemin soi-même. Non, mais ça a beaucoup évolué, énormément évolué au fil des transformations techniques des médias d'information. Des médias, et bon, à partir du moment où on a eu l'envahissement de la télévision, de l'image, du son, le métier de commentateur politique, de journaliste politique a forcément formidablement évolué. Daniel ? Oui, deux mots très brefs. Le premier, c'est que je ne voudrais pas oublier de saluer l'extrême qualité des photos de Gérard Rondeau dans le livre. Oui. Vraiment. Parce que pour moi, c'est un très Daniel. grand, et vraiment, elles sont formidables. Mais l'autre question, c'est que j'aime beaucoup que Philippe Alexandre ait fait un dictionnaire amoureux de la politique. J'ai le sentiment que les Français, depuis la Révolution jusqu'en gros la génération de mes parents, génération disparue dans les années 90, étaient amoureux de la politique. Et je ne suis plus sûr que cette passion de la politique soit tellement présente aujourd'hui. Je crois que si. Je crois que si, et que cette passion est aussi vivace que du temps de nos parents, absolument, et que ça, voilà. À chaque fois, quand il y a des grandes échéances, des élections présidentielles, on voit que l'opinion publique se mobilise. Écoutez, et ce qui s'est passé au moment de... Ça dépend des fois. 2007, oui. 2002, non. Oui, mais regardez... 2002, on a vu une désertion massive des urnes et surtout des partis de gouvernement qui ne faisaient même pas 50% des bulletins. Oui, mais ça dépend de ce qu'on leur propose, bien sûr, mais... Mais regardez ce qui s'est passé au moment du traité européen, c'est absolument extraordinaire. Dieu sait que ce traité européen, c'était quand même pas facile de se passionner pour lui. Il fallait d'abord le lire. C'était à peu près illisible. Or, on voyait des soirées entières, 200 personnes avec leur traité, le décortiquant. Je suis tout à fait d'accord avec Philippe Alexandre. Je pense que, au contraire, la passion de la politique n'est pas morte. On voit que... Donc, ce sont les politiques qui la déçoivent, au fond, parfois. Oui, bien sûr. Mais... L'attente n'est pas remplie. Oui. À 8h41, le coup d'œil d'Augustin Arrivé qui, ce matin, préparant cette émission avec moi, insolemment, Philippe Alexandre, me dit « Ah, Philippe Alexandre, le type des Guignols !» Augustin,
Oui, mes premiers souvenirs de vous, effectivement, c'était plus votre marionnette Parce que avec les débats avec Serge July. Si vous dites que Balladur a raté le train de l'immortalité, vous l'avez pris grâce au Guignol. Allez Serge, fais péter la poire. Vous en avez toujours ri. Pardon ? Vous en avez toujours ri. Oui, absolument. C'était un débat qu'on faisait avec Serge July à la télévision, et les Guignols nous ont attrapés et ils ont caricaturé un peu notre côté café du commerce, en nous mettant au bar, et alors on buvait énormément, et moi pendant un certain nombre d'années je pouvais pas rentrer dans un café sans qu'un client m'offre une petite poire. Voilà, qu'on a fait de vous un buveur rigolard, fait péter la poire. C'était plutôt sympathique. Le coup d'œil, allez Augustin, arrivez, c'est à vous. Alors on reste sur le thème de notre rapport à la politique et aux médias. Les médias favorisent-ils l'esprit civique ? C'est cette question qui est posée dans le dernier numéro de la publication La Revue Civique et dont le journal La Croix nous fait l'écho aujourd'hui. La Revue Civique qui convoque pour l'occasion plusieurs personnalités des médias et notamment d'un côté Éric Israelevich, représentant d'une institution que vous connaissez bien, Raphaël, puisqu'il dirige le journal Le Monde, et puis de l'autre côté Pascal Richet qui lui personnifie les nouveaux médias et la révolution technologique puisqu'il est le cofondateur du site Rue 89. Et sur cette question, donc, les médias favorisent-ils l'esprit civique ? Leurs points de vue sont diamétralement opposés. Pour Éric Israelevich, ce bouleversement technologique des médias accélère ce qu'il appelle la crise du désenchantement. Il contribue à la perte de confiance vis-à-vis du pouvoir, vis-à-vis des organes politiques et du système électoral. Pourquoi ? Eh bien, parce que la presse résiste très difficilement aux pressions de l'Internet. Il y a aujourd'hui une course à l'info et cette course amène parfois certains à ne plus vérifier ou à mal vérifier l'information. Il y aurait aussi une suprématie de l'information brute au détriment de l'analyse. Il n'y a pas de place sur les réseaux sociaux, par exemple, pour des papiers de fond. Les messages publiés sur ces sites sont extrêmement limités en termes de longueur, ce qui favoriserait, par exemple, dans une campagne politique, la focalisation sur les petites phrases plutôt que sur les programmes. Et ça peut doper l'abstention. Pascal Richet de Rue 89 répond qu'on faisait le même genre de remarques à Gutenberg quand il a inventé l'imprimerie. L'élite intellectuelle de l'époque reprochait, semble-t-il, à ce nouveau procédé le fait qu'il allait faciliter la diffusion d'erreurs, même involontaires. Une simple faute d'orthographe dans l'alignement des cases se retrouvait sur l'ensemble des imprimés, alors que les moines copistes l'auraient corrigé dès l'exemplaire suivant. Pascal Richet pense qu'au contraire, avec Internet, les mensonges politiques sont désormais quasi impossibles parce qu'ils sont immédiatement dénoncés et corrigés par les internautes. Et puis, sur leur site, les médias traditionnels peuvent en plus offrir à leur public des dossiers tellement longs et fournis qu'ils seraient pour certains impubliables sur des formats papier. Tout ça permettrait de se réapproprier le champ politique et de réveiller le débat citoyen. Voilà l'éternel débat numérique versus papier. Philippe Alexandre, vous êtes sur Twitter, vous avez votre tablette portable et vous communiquez par Facebook et autres réseaux sociaux. Oui, mais moi, je suis encore très, très, très attaché à la lecture et au papier. Mais enfin bon, je suis pas un bon exemple. Faux débat, Raphaël Baquet, vrai faux débat ? Non, mais c'est un débat, bien sûr. C'est la rapidité qui est un débat. C'est pas, à vrai dire, le support. Hein. C'est l'extrême rapidité qui change tout et qui valorise souvent, qui survalorise l'anecdotique parce que ça survalorise la facilité, au fond. Et c'est ça la difficulté. Dans votre dictionnaire amoureux de la politique, Philippe Alexandre, vous écrivez « L'intrusion forcenée de l'image puis de la toile a chahuté une frontière qui jusque-là délimitait sans contestation les prérogatives et les libertés respectives des pouvoirs et des médias ». Oui, parce que c'est devenu forcément un instrument de la politique, les médias, les nouveaux médias. Donc, il y a une pression qui s'exerce sur les informateurs, sur les journalistes, qui est absolument inévitable et qui est grandissante. Au fond, mais comment est-ce qu'on la contourne ? Au fond, la liberté qu'ont connue nos pères, la génération qui nous précède, celle-là, elle n'est plus concevable aujourd'hui. Raphaël Baquet. Oui, c'est vrai. Cette pression, effectivement, de la rapidité fait qu'on a du mal à poser son stylo, justement, non, à décrocher de son ordinateur ou de son smartphone pour simplement réfléchir. C'est ça qui fait aussi l'indépendance des médias et leur capacité sinon à contester, au moins à analyser la réalité des pouvoirs et la réalité des décisions qui sont prises. Et puis l'espèce de
concurrence entre les médias qui se font sur l'information. Un tel a sorti ça, alors il faut absolument sortir la contre-information. Enfin, c'est devenu vraiment une course de vitesse absolument échevelée. De même qu'il faut éviter, dites-vous Raphaël Baquet, les pièges de ce désir aujourd'hui réclamé et partagé, voulu, de transparence absolue qui est en débat aujourd'hui. Non, il faut de la transparence, mais on met tout au même plan. Hein. La transparence nécessaire est revendiquée et tout à fait normal que les citoyens sont en droit de réclamer sur les décisions qui notamment transforment leur vie. Et puis la transparence sur la vie de chacun. Il y a des choses qu'il faut préserver, heureusement, et l'individu doit pouvoir préserver un semblant d'intimité parce que c'est important pour sa liberté et pour la liberté de chacun d'entre nous. Dans le dictionnaire de Philippe Alexandre, il y avait, tout à l'heure vous signaliez qu'il y avait un mot important en politique qui était le mot courage. Il y a deux autres mots, là aussi, qui peuvent faire lire votre livre avec un sentiment parfois un peu, je ne sais pas, d'amertume, mais de nostalgie. Vous dites, il y a le mot confiance. Alors vous dites, ça, c'est le mot magique. Et puis, il y a le mot vérité. Et au mot vérité, vous écrivez, la règle, y échapper. Écoutez, oui, c'est une façon un peu impertinente vous savez, dans un dictionnaire amoureux, on fait un petit peu tout ce qu'on veut, mais c'est vrai que la vérité, tout le monde vous parle de la vérité. Regardez, tous les hommes politiques écrivent des livres en disant il faut dire la vérité, je vais vous dire la vérité, etc. Donc, c'est vraiment devenu une espèce de miroir aux alouettes. Hein. Chacun a sa vérité, et puis chacun a ses mensonges, et la politique, c'est aussi l'art de mentir. La dernière image et le dernier mot qui conclut votre livre, Raphaël Baquet, est-ce que c'est pour dire au fond que c'est, quoi qu'il en soit, malgré tout le ramdam ou le buzz que l'on fait avec la politique, entre journalistes et personnels politiques, c'est Vox Populi, et c'est une photo de Gérard Rondeau d'un visage sans yeux, masqué, la bouche grande ouverte, comme une sorte de cri qui va s'en échapper. Ça veut dire qu'au final, tout de même, les compteurs sont remis à zéro, quoi qu'il arrive, par la Vox Populi, la nature turbulente de la foule, toujours très proche de la folie. Oui, ça reste elle qui fait et défait les pouvoirs, pour le meilleur et pour le pire. Brice Couturier, je vous vois plonger pour le... Non, je méditais sur la question de la vérité. Est-ce que les hommes politiques doivent la vérité? Il me semble quand même qu'à plusieurs reprises dans l'histoire de la Ve République, il y a des hommes politiques qui précisément ont remis les compteurs à zéro et ont renoué avec l'électorat sur cette idée de vérité. Je pense par exemple à Michel Rocard. Pour terminer, peut-être sur une note plus légère, puisque les fêtes arrivent, il y a un point commun entre vos deux livres, Raphaël Baquet et Philippe Alexandre, c'est que vous évoquez à deux reprises la gastronomie. Plusieurs fois, le vin pour Raphaël Baquet, j'ai même le numéro des pages. Hein, le vin chez Raphaël Baquet, le vin chez Philippe Alexandre. Bon, en France, la politique et la gastronomie sont vraiment un symbole de la République, indissociable, le seul symbole durable de notre vie politique républicaine. Je ne sais pas si c'est... Non. Mais c'est une cohabitation, on va dire, très très ancienne. La gastronomie, le vin, tout ça, la table, les plaisirs de la table, tout ça fait partie du jeu politique. Hein, il y a beaucoup de grandes décisions qui sont prises entre la poire et le fromage, et il ne faut pas, oui, de nouveau, il ne faut pas Même si, mésestimer ça. Malheureusement, on a perdu le rituel des banquets républicains. Les hommes politiques aujourd'hui ne boivent plus à table. Il y a vraiment une espèce d'ascèse. Au contraire, c'est en ça que on voit la force de la modernité et de l'impact médiatique. C'est qu'aujourd'hui, au contraire, il faut être mince, éternellement jeune, y compris quand on incarne le pouvoir, alors qu'auparavant, on pouvait être un peu rond, ne nuisez pas. Être un peu rond, voilà, et boire volontiers et incarner ce qui était l'éternité française, c'est-à-dire la bonne chair.